tout d'abord, merci aux organisateurs de ces entretiens, colloques, qui depuis hier sont très intéressants et stimulants. Donc oui, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail en cours. Malheureusement, ma collègue n'a pas pu être là, elle a eu un empêchement de dernière minute, donc je vais essayer de faire une partie de sa partie. Donc c'est une recherche qu'on a débutée il n'y a pas longtemps. Et on mène une analyse sémiologique et critique. Donc ma présentation, elle va être structurée en 2 temps, correspondant justement d'abord ce qu'on peut concevoir comme une analyse sémiologique de l'image fixe, la photographie, et ensuite cette approche critique qui nous ramène plus dans une dimension historique, critique et même transnationale. Je vous dis un mot aussi du lieu d'où je parle, puisque je suis d'origine brésilienne. Donc il se trouve que j'avais connaissance des travaux similaires qui sont aujourd'hui en développement aussi en Amérique latine sur les NNN, les amos de leche. Et il se trouve que lors de la dernière journée du patrimoine, j'ai eu la chance de tomber complètement par hasard sur certaines images de ces NNN-là. Et je me suis dit, c'est un champ qui est encore pas du tout exploré, et pourtant, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un recueil, une belle collecte d'images qui a été faite grâce au travail de Laurent Waro, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui était là hier et qui sera demain aussi. Donc lui, il a fait cette exposition qui s'appelle Dantan Nénène, Mer Noire, Enfant Blanc, dont le catalogue est aujourd'hui en cours d'édition. Donc nous aurons bientôt cette publication, et donc lui il a fait un énorme travail de collecte auprès de familles, aussi tous les fonds qu'il y avait, l'iconothèque, les archives départementales et les musées Léon Dierks. Donc il a collecté tout ça, il a fait cette exposition, et la publication est maintenant très bientôt, elle est en cours, elle sera très bientôt prête. Donc à partir de là, je me suis posé quelques questions lorsque un chercheur, une chercheuse, une sémiologue s'empare de ces images-là. Il y a certaines questions qu'on peut soulever. Donc déjà, quelles ont été les conditions de production de ces photos ? Aujourd'hui, comment est-ce que ces images peuvent être récupérées, comment elles peuvent circuler, comment elles peuvent être resignifiées, donc quelles écritures on va commencer à en faire, à coller sur ces images, quels sont les récits, les légendes qui racontent ces images, quelles sont les histoires orales des familles, des héritiers ou des personnes qui ont connu, qui ont eu l'expérience d'avoir des nénènes. Donc comment on peut aujourd'hui traiter, resignifier, explorer ces images d'un point de vue scientifique, sémiologique. Et finalement, comment ces images des nénènes à La Réunion, dans l'océan Indien, comment elles peuvent dialoguer avec des images et clichés similaires en Amérique latine, aux Antilles, en Amérique latine, d'autres départements d'outre-mer. Donc voilà les questions qu'on s'est posées. Donc, très rapidement, pour la méthodologie d'analyse, je me base sur les outils issus de la sémiologie de la communication. Donc, ce matin, les collègues ont eu l'opportunité déjà d'introduire un tout petit peu. Donc, c'est surtout la théorie des Barthes sur l'image, sur la photo. Umberto Eco aussi, qui a travaillé sur la question de l'iconographie. Frédéric Lambert à Cambo. Bon, voilà, de sémiologues de l'image. Qui nous propose donc de saisir ces images fixes à la fois comme des indices, donc des traces d'existence, comme a dit mon collègue ce matin, de quelque chose qui a eu lieu. Donc c'est la théorie du ça a été de Barthes. Donc c'est une trace d'existence, ça s'inscrit dans l'histoire, la mémoire, et ça construit la mémoire. Et justement, quand on parle d'écriture, écriture et signification, on est déjà en train de construire ces mémoires. Donc ici, il s'agit de s'interroger à partir de ces images qui peuvent être polysémiques en fonction des traces qu'on a, des registres qu'on a, des oralités qu'on a qui peuvent nous expliquer certains sens. À partir de cette polysémie des images fixes, comment on peut donc commencer à les signifier et surtout à concevoir la patrimonialisation.
Donc je vous ai dit, on s'appuie aussi sur une approche comparative avec des études similaires ailleurs et critique donc des auteurs issus de théories post-coloniales, décoloniales, les épistémologies du Sud. Donc ces clichés sont certains clichés qui ont été exposés et qui font partie aussi du catalogue en cours. Je vais passer plus rapidement puisque je vais m'arrêter sur d'autres images. Donc pour la première partie, l'approche sémiologique de l'image. Donc en gros, l'analyse sémiologique, elle cherche à trouver, s'en saisir et interpréter les signes qui contiennent cette image. Donc il s'agit de repérer ces différents signes, d'en saisir une interprétation globale, en message cohérent, et d'y voir comment cette photographie, en fait, elle ne propose pas seulement une information, mais plutôt un discours, une argumentation. Ces photos, elles ne sont pas prises au hasard. Il a une mise en scène, il a une pose, il a une pensée derrière ces images-là. Donc on ne peut pas les comparer à des images journalistiques, par exemple, qui sont complètement dues au hasard. Donc, comment on peut analyser là, tout en sachant que l'auteur de ces images, le photographe, dans les cas de clichés qu'on peut trouver à La Réunion, ils sont souvent les pères des familles aussi. Donc, pas forcément des professionnels. Donc, il faut aussi penser aux auteurs de ces images-là et analyser ce que ces photographes nous donnent à voir. Donc, analyser la représentation, c'est qu'il a voulu construire, transmettre, et non pas l'objet, non pas simplement ce qui est représenté. Donc voilà, il faut les lire les textes. Donc, on a parlé ce matin aussi, les textes qui accompagnent ces images, donc relation image-texte, et comment le deux, finalement, se résignifient ensemble. Donc Barthes, il a un parcours de théorisation sur la question de la photo, de l'image. Ça commence avec les mythologies et la rhétorique de l'image, dont on a pu parler ce matin aussi, et qui concerne une appréhension de l'image presque que comme un texte. Donc tout d'abord, on se pose la question, ces images-là, elles ne sont pas vraiment un fragment de la réalité. On peut le comprendre plutôt comme un effet de réalité, une représentation, une mise en scène qui veut transmettre cet effet de réalité. Donc il n'y a rien de naturel. Cette image, du coup, elle peut être pensée, inscrite dans une histoire plus large, l'esclavage, la colonisation. Cette image, elle véhicule des mythes, des histoires et la culture de toute cette société-là. Donc il y a une convention culturelle. Ici, dans les cas des nénènes, ce sont surtout les relations familiales, à la fois de la nénène avec les enfants, mais aussi de la nénène avec la mère biologique et l'ensemble de la famille, la fratrie, etc. Il y a aussi la question des rapports sociaux, rapports de domination, rapports de pouvoir, ratios, genrés, etc. Et puis, il y a aussi, donc toujours avec Barthes, il y a aussi cette idée d'essayer d'analyser ces images-là à partir des 3 signes, et cette théorie va évoluer. Donc tout d'abord, il nous dit il y a tout ce qui relève des signes linguistiques. Donc les légendes, les textes, les indications, les informations, les dates. Parfois, on trouve beaucoup d'informations, parfois aucune. Donc c'est quelque chose qu'on doit combler, ou chercher et croiser avec d'autres sources pour essayer aussi de trouver ces signes linguistiques. Ensuite, en termes des signes coniques, il y a tout ce qui relève du corps, de gestes, la pose, la scénographie, la mise en scène, les objets, les meubles, etc. Donc ce sont les figures finalement. Et ensuite, on a un 3e type des signes qu'il appelle plastique et qui renvoie au traitement de l'image, la matérialité, les traitements. Donc la lumière, la texture, l'angle, la perspective, le cadre, tout ça. Donc il propose ces 3 signes pour nous permettre d'analyser ce qu'il appelle la rhétorique de l'image, qu'il conçoit tout d'abord comme un discours rhétorique, une argumentation. Et pour lui, il cherche à voir dans les images des espèces d'oppositions, des antithèses visuelles qui peuvent donner forme à un argument.
et qui peuvent faire en sorte de transformer ces clichés-là, de faire en sorte qu'ils dépassent leur seule qualité d'indice, donc trace d'existence, et qu'ils passent et qu'ils deviennent aussi, qu'ils cumulent finalement une autre qualité qui est celle du symbole. Donc il se pose cette question-là, et ça serait déjà dans son dernière œuvre, dont on a pu parler ce matin aussi, La Chambre claire, où il entre dans une approche plus phénoménologique, où là il s'est dit comment une même image, elle peut être à la fois une trace d'existence, donc source de mémoire, histoire, et ensuite devenir un symbole de cette époque, de ces relations familiale, de pouvoir, etc. Et à quel moment on passe d'une qualité à l'autre, on cumule une qualité, on cumule des qualités finalement. Donc il se pose cette question du passage du daté au transhistorique, donc les passages de l'indice au symbole, du spécifique au général, et du réel, entre guillemets, réel en tant que factualité, à la charge symbolique qui pour lui est toujours rhétorique, argumentative, et avec une épaisseur historique qui nous permet justement de l'articuler à d'autres clichés dans d'autres aires géographiques. Donc ici, par exemple, si on suit cette première théorie de la rhétorique de l'image, en termes des contrastes d'opposition, on peut voir tout d'abord la question de la colère de Poe. Ensuite, on se dit, finalement, ces images-là, elles sont assez équilibrées, elles sont pensées pour être bien équilibrées, droite, gauche, nord. En termes sémiologiques, elles sont aussi très, très propres, on dirait, justement parce que tout a été mis en scène. Mais quand on s'attache à quelques détails, on voit par exemple que les nénènes, elles sont toujours pieds nus. Elles n'ont jamais de chaussures. Les bébés, ils ont la plupart du temps des chaussures. Il y a d'autres choses aussi qui nous interpellent, c'est l'expression des nénènes, qui change beaucoup, est très diverse. Donc il y en a qui sont sérieuses, souriantes, il y en a qui regardent l'appareil photographique, il y en a qui évitent les regards de l'appareil, comme celle du milieu, avec les deux nénènes qui évitent l'appareil. Les deux autres regardent, sont plutôt souriantes, même si elles ne sourient pas vraiment. Et puis, cette relation aussi, très intime, très, très affectueuse avec l'enfant, ça on retrouve partout. Et si on avance un tout petit peu, toujours avec Roland Barthes, et déjà en nous appuyant sur son dernier ouvrage, La Chambre claire, et là j'ai fait un petit jeu de mots, parce que les livres s'appellent La Chambre claire, note sur la photographie, donc on peut l'adapter. La Chambre créole, note sur les photographies de Lénine à La Réunion. Et dans cet ouvrage, ce qui intéresse Barthes, c'est la question du sens, de la signification. Il entre vraiment dans une approche phénoménologique, il essaie de comprendre comment les images nous affectent, nous provoquent quelque chose. Donc il va bien au-delà de la question de la rhétorique, il établit encore une fois 3 niveaux des signes, tout d'abord, et ensuite il garde seulement 2. Donc, encore sur les 3 niveaux du signe, il y a tout d'abord un sens dénoté, qui est celui de l'information pure. Donc, on va informer, on va communiquer. C'est aussi ce qui font les signes linguistiques. Ensuite, on a ce qu'il appelle les sens obvious, qui, comme sa racine latine, c'est la signification symbolique, la signification qu'on peut lire par notre grammaire culturelle, nos connaissances, les savoirs partagés qu'on a au sein d'une culture, d'une société donnée. Et ensuite, les sens qui nous intéressent ici, c'est ce qu'il appelle les sens obtus. Il dit, ce sens-là, c'est un sens qui est au-delà de la signification. Il serait au niveau de la signifiance. Il reste dans le champ du signifiant, il ne trouve pas forcément un signifié. C'est un peu comme s'il avait quelque chose là qu'on n'arrivait pas à nommer, à désigner, expliquer, à interpréter. Donc quelque chose qui échappe à la communication ou alors à la grammaire culturelle qui nous permet d'interpréter ces signes-là.
Donc il dit, encore une fois, ça vient du latin obitus, c'est-à-dire ce qui vient en trop, quelque chose qui est presque entré dans les cadres photographiques par hasard, mais comme je vous ai dit ici, rien n'est par hasard. Mais en tout cas, c'est un détail qui vient rajouter une couche de signification, presque comme dans une construction géologique, qui, du coup, on retrouve ici la polysémie à nouveau. Donc tout d'abord, l'effort de Barthes était pour bien signifier, désigner, informer, communiquer. Et finalement, à la fin de sa vie, il dit, bon, on peut aller au-delà de la communication et on peut voilà, concevoir la signification comme quelque chose de phénoménologique, hors la communication classique. Et il reprend ce troisième sens, c'est le nom de son ouvrage, c'est le troisième sens. Il reprend cette idée dans le fameux livre La chambre claire, là où il théorise vraiment bien ce troisième sens-là. Et il nous dit, maintenant avec le thème des punctums qui a été aussi soulevé ce matin, les punctums renvoient, ils désignent une blessure, une piqûre, quelque chose qui est fait par un instrument pointu, et du coup, justement, c'est ces détails-là qui nous interpellent, qui nous saisissent, et qui nous déroutent, en quelque sorte. Et on peut toujours chercher des punctums, d'obtus dans ces images d'NNN-là, et ce que j'aimerais ici vous proposer, c'est Ici, nous avons un cliché dans lequel il y a seulement de femmes. Donc on ne peut pas identifier quelle est vraiment la mère biologique de l'enfant. La nénène, on voit très clairement, et les autres sont des membres de la famille Blay. Et ce qui nous interpelle ici, au-delà de la technicité, puisqu'on voit l'enfant est un peu flouté, c'est normal, parce que dans ces appareils photographiques, les diaphragmes prennent beaucoup de temps, il doit être ouvert, exposé pendant beaucoup de temps, et si l'enfant bouge, forcément, ça va être un peu flouté dû au mouvement de l'enfant qui n'arrive pas à être arrêté sur la photo. Et d'ailleurs, c'est toute l'idée, enfin, c'est ce qui explique que les nénènes soient toujours dans les cadres, dans le champ de la photo. Puisqu'elles ont une intimité et une éducation aussi avec ces enfants-là, elles sont toujours présentes pour faire en sorte de guider, mettre l'enfant dans la bonne posture et pour que la photo soit bien définie. Et ici, on retrouve derrière, au même plan de la nénène, on retrouve cette dame debout, qui regarde l'appareil photo et qui n'est pas souriante comme les autres membres de la famille. La nénène n'est pas souriante non plus, mais à la limite, elle est un peu plus légère que les visages de cette dame derrière. Et on peut se poser cette question, quelles sont les relations finalement entre toutes ces femmes? C'est quelque chose qui sort de cette photographie. On pourrait les voir comme un punctum. Il y a d'autres photographies qui nous permettent... Pardon ? 3 minutes, ok. La seconde partie est petite. Donc pour finir ici cette première partie, la seconde est très petite, donc ça va aller. Pour finir cette analyse donc phénoménologique, concentrée sur la question des relations entre ces femmes, on voit ici, encore une fois, voilà, la mère qui tient l'enfant, elle apparaît dans les cadres. Le 2, cette photo du milieu. Les deux sont là pour bien cadrer l'enfant, bien les tenir immobiles. Donc il y a beaucoup de photos comme ça, dont les mères biologiques apparaissent aussi, mais ce n'est pas souvent le cas. Dans cette photo à gauche, on voit donc la nénène derrière, et c'est très intéressant de voir qu'il y a au premier plan la photo de la mère biologique sur la table. Donc même si elle n'est pas là, elle est là en photographie. Et puis la toute dernière photo à droite, qui est d'ailleurs la couverture du catalogue, on voit la mère biologique derrière, et j'ai découvert hier, en discutant avec Laurent, qu'en fait ils ont fait le choix de couper son visage, une partie de sa tête. Et je pensais que c'était l'original, il m'a dit non, on a coupé, bon, pour différentes raisons. Donc encore une fois, voilà, on peut se poser des questions sur le rapport entre ces deux mères finalement, et toutes ces femmes qui apparaissent souvent dans ces photos et dont on connaît encore très mal les relations, leur expérience et partage de cette éducation. Et donc,
Ok. Et pour conclure, donc cette partie était censée être développée par ma collègue. Donc c'est pour ça que je vais aller très vite. On peut rajouter à cette analyse-là une approche critique. Bon, je pense que j'ai avancé beaucoup de choses. Donc, dans l'idée d'établir des comparaisons, d'ouvrir cette recherche des NNN à La Réunion, d'établir des dialogues. Il y a aujourd'hui, nous avons déjà des études sur les NNN à Maurice, à Madagascar, en Indochine. Toutes ces recherches sont là, les publications sont là, les livres sont là. À l'échelle nationale, il y a toutes les études qui ont été faites sur l'allaitement. Il y a le cas emblématique du Morvan aussi, qui apparemment a été devenu presque, entre guillemets, une industrie des nénènes à cette époque-là. Des nénènes qui venaient des campagnes et qui allaient bosser dans les familles bourgeoises parisiennes. Et puis, dans une perspective comparatiste internationale, dans les pays du Sud, les études qui sont développées en Amérique latine depuis à peu près 10-15 ans. Donc il y a déjà une bonne base à mettre en perspective, surtout au Brésil, en Colombie et au Pérou. Et puis je pense que dans cette approche du Sud global, il y a plusieurs convergences à articuler. Donc la question de rapport de pouvoir et des dominations qui passent par la race, les genres, c'est la même histoire coloniale, même si les colonisateurs sont différents. Il y a cette double espèce de mythification des nénènes aussi qu'on voit partout, cette idée que le fait de devenir nénène les accorde, les permet en quelque sorte d'ascender socialement. Il y a cet auteur qui dit que c'est un peu un mythe, parce que finalement, elles abandonnent pas leurs conditions de serviteurs, d'esclaves. Et puis, du côté des familles aussi qui emploient ces nénènes, qui cherchent ces nénènes, il y a aussi de l'ascension, c'est un signe de distinction de classe, avoir une nénène. Et puis voilà, il faudrait aussi croiser cette analyse purement iconographique, imagétique, il faudrait les croiser avec d'autres sources écrites, donc courriels, lettres, journaux. Et là, juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on trouve en Amérique. Pour finir. Ouais, ok. Juste pour vous donner, c'est les derniers diapos. Juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut trouver en Amérique latine. Donc, je vous ai dit, ces études sont bien constituées déjà depuis quelques années. Donc, on retrouve ces croisements avec des sources linguistiques, des archives de journaux, notamment les annonces dans lesquels les esclaves, ils s'émettaient, ils s'offraient, voilà, c'est presque une annonce de travail, soit pour offrir sa force de travail une fois qu'elle devenait enceinte, soit à l'inverse, des familles qui cherchaient des amas de leche et qui mettaient des annonces dans les journaux aussi. Donc nous avons ces traces linguistiques-là. Les photos à droite sont originaires du Brésil. On voit cette même technique qu'on appelait à l'époque la carte des visites, qui était une technique qui a permis de viraliser la circulation, la production, la circulation de ces photos, parce que ça a rendu la technique de la plaque de verre et tout ça bien moins coûteux. Et très frappant, ces images à gauche, elles viennent du Pérou. Et il y a des études qui montrent comment, en fonction des spécificités de l'histoire péruvienne, aussi à l'égard de l'esclavage, de la colonisation, comment ces nénènes, elles ont été effacées au long du temps. Non seulement on voit jamais leur nom, leur âge, rien du tout. À chaque fois, c'est marqué homme partout. À la limite, on a le nom de l'enfant, la date. Et au fil du temps, au Pérou, il se trouve que ces nénènes, elles s'effacent, elles se couvrent et elles sont complètement effacées. Elles sont rendues invisibles dans ces photos-là. Donc voilà, il y a beaucoup de pistes, beaucoup de choses qui sont ouvertes. Je m'arrête là. L'approche des épistémologies du Sud, je ne vais pas entrer. Oui, on va conclure malheureusement. Et voilà. J'ai un mauvais rôle, hein. Je suis obligé de conclure.